Monsieur et cher soldat, je m'empresse de vous écrire. Je voudrais vous aider matériellement et moralement. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas aussi. Pour moi, le bouleversement des genres, il se situe à mon sens dans le fait que la marraine, c'est elle qui mène la relation. Donc pour moi, c'est fou parce que ça voulait dire que je passais de j'arrive pas à trouver des choses à j'ai une pépite archivistique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format où j'invite des chercheuses qui travaillent sur les femmes dans l'histoire, qui viennent nous partager ce qu'elles ont trouvé. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, très honnêtement, cet épisode n'existerait pas. Et si vous aussi, vous avez envie de m'aider sur ce projet, le lien est en description. Et donc, aujourd'hui, je reçois Aliénor. Et je vous avoue que j'avais trop hâte. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui. Donc je m'appelle Aliénor Gandanger. Je peux dire maintenant que je suis docteur en histoire parce que j'ai soutenu ma thèse. Félicitations ! Merci. J'ai un parcours atypique dans le sens où je n'ai pas commencé mes études d'histoire juste après le bac. J'ai fait une école de cinéma jusqu'au diplôme. Donc voilà, j'ai commencé dans le monde de l'audiovisuel. Et puis j'ai eu un temps de pause qui en réalité n'était pas un temps de pause véritablement puisque c'était un temps de pause intellectuel puisque j'ai été jeune fille au père auprès de 5 enfants en Irlande. Et c'est là-bas, au milieu de mon année qui était une année civile, que j'ai commencé à réfléchir et qu'est-ce que je fais une fois que je rentre en France ? Et s'est posé la question d'une reprise d'études en histoire. Sauf que j'avais pas prévu d'avoir un coup de cœur pour la recherche. Bref, faire un espèce de puzzle, pas juste prendre le cours du prof et essayer de comprendre ce qui se passe et raconter quelque chose. Ok. Et donc j'ai réalisé une thèse de 4 ans avec une dimension de recherche pure, auquel on s'attend pour une thèse en histoire, mais aussi une dimension plus pratique, créative, publique, avec une bande dessinée en collaboration avec une illustratrice. Et donc concrètement, ça voulait dire que j'étais à la fois historienne, co-scénariste, et à essayer de théoriser la pratique que j'étais en train de faire. Donc ça rend joyeux une thèse de 4 ans parce que c'est hyper dense et le sujet des marraines, il fallait que je le fasse de fond en comble. Donc voilà, pour me présenter de manière resserrée. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que pour les personnes qui découvrent complètement le sujet des marraines de guerre, tu pourrais nous expliquer exactement ce que c'est ? Alors, en général, j'aime bien retourner la question pour savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière le groupe de mots marraine de guerre. Et souvent, les réponses d'adultes ou d'enfants sont assez pertinentes. Mais donc, là, je ne vais pas te retourner la question, mais c'est juste pour signaler que j'aime bien le faire. Et en fait, une marraine de guerre, déjà, il faut vraiment prendre en compte que c'est une volontaire. Il n'y avait rien d'obligatoire à devenir marraine. Et une marraine de guerre, c'est au féminin, donc c'était plutôt des femmes, évidemment, puisque les 3/4 des hommes étaient au front. Mais ça pouvait aussi être des hommes. Et ça pourrait faire un autre sujet de mémoire et ou de thèse, parce qu'on sait assez peu de choses sur les parrains de guerre. D'accord. Et d'ailleurs, avant que le mot marraine soit employé, il y a une des fondatrices de ce qu'on appelle le marrainage, qui a appelé les futures marraines des personnes de cœur. Donc vraiment dans cette idée de volontariat, de bénévolat. Et donc c'est mettre en présence à distance une femme du coup qui est disponible et disposée à écrire, à encourager un homme qui lui est donc assez isolé, esseulé et en rupture avec son mode de vie. Parce que certes, à cette époque-là, le service militaire était présent et à moins de réussir pour raison de santé ou à passer entre les filets, les hommes faisaient leur service militaire. Mais tant qu'il n'y avait pas la guerre, ils avaient leur vie à peu près normale. Et donc là, en tant que combattants, ils sont arrachés à leur famille, à leur pays, à leur vie. Et donc voilà, c'est cette mise en relation entre l'arrière et le front, entre une femme et un homme, et entre deux inconnus, civils et militaires, pour la faire courte. Ok, trop bien. Comment tu es arrivée sur ce sujet des marraines de guerre ? Il y a toujours une version courte et une version longue pour raconter cela. En fait,
c'est très simplement une conversation avec une historienne qui s'appelle Clémentine Vidal-Naquet, qui a travaillé pendant sa thèse et après sa thèse aussi, sur les relations conjugales pendant la Grande Guerre. Et donc moi je la connaissais pas, mais donc c'était en 2018 et j'étais rentrée en contact avec elle sans piston, enfin directement, j'ai trouvé un moyen de la contacter et elle m'a répondu très vite en me proposant qu'on s'appelle. Donc j'étais si tous les historiens et les historiennes sont comme ça, c'est trop bien. Et donc on a échangé 1 heure à peu près et à la fin de la conversation, je lui ai posé cette question un peu naïve parce que donc 2018 on sortait de 4 ans de commémoration sur la Grande Guerre et moi de lui demander mais est-ce qu'il reste des sujets en rapport avec les femmes et la Grande Guerre. Alors parenthèse, évidemment qu'il restera toujours. J'imagine qu'il reste beaucoup, oui. Quand on avait parlé à une autre amie historienne bien longtemps après, ma question l'avait fait rire, quoi. J'étais pourquoi? Bref. Et donc c'est là où très spontanément elle m'a parlé des marraines de guerre et moi je me rappellerai toujours être très surprise parce que je pensais que ça avait été fait et refait et en fait pas du tout. Elle m'a expliqué que en fait c'était toujours en surface. Dans les bouquins, dans les articles, les marraines sont là, mais ça reste assez superficiel. Et donc, on a mis sur un plateau d'argent ce sujet qui rassemblait tout ce que je voulais trouver, analyser, comprendre, puisque oui, je voulais un sujet en rapport avec les femmes et surtout les relations hommes-femmes. La question des émotions, de la correspondance, enfin donc là il y avait tout et il se trouve que c'est la Première Guerre mondiale, donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir analyser ce sujet, alors en restant qu'en France, voire l'Hexagone et que Première Guerre mondiale. Est-ce que tu as une petite anecdote historique ou en tant qu'historienne que tu trouves un peu folle ou rigolote à nous raconter? Alors oui, quand j'ai réfléchi à une réponse à cette question, en effet, moi, c'est plus une anecdote d'historienne qui est en lien direct avec ce qu'on va discuter juste après, les marraines de guerre. En fait, quand j'ai commencé ce sujet-là, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des correspondances de marraines et de filleules de guerre. Okay. Et à me demander mais comment je vais réussir à parler des marraines si je trouve pas de lettres de marraines. Source. Exactement. Et donc en fait, à ce moment-là, j'étais encore en Normandie et en ayant contacté les 5 départements normands, l'Orne à Alençon m'a répondu positivement en disant qu'ils avaient de la correspondance entre une marraine et plusieurs soldats. Mais moi, j'étais toujours un peu, on verra ce que ça donne, hein, parce que sur le papier, parfois, ça rend super, et en fait, t'arrives et t'as 3 lettres. Donc, voilà. Et en fait, en effet, c'était 2 cartons pleins, ne serait-ce que ça. Wow. Okay. Et donc, super surprise. Et surtout, l'archiviste était venu se présenter à moi et j'avais pris l'habitude de toujours demander d'où vient ce fonds. Bref, et donc, je lui pose cette question-là et il va chercher le classeur où il y avait la réponse. Et là, je vois que la marraine de guerre a certes été marraine de guerre et a écrit à plusieurs soldats, mais a aussi écrit ses journaux intimes pendant 20 ans de sa vie, dont les 4 ans de guerre, les 4-5 ans. Mais c'est trop bien. Donc, pour moi, c'est fou parce que ça voulait dire que je passais de j'arrive pas à trouver des choses à j'ai une pépite archivistique. Et je pense que tous ceux qui me connaissent, je les saoule depuis 7 ans avec donc Yvonne Fleury. Mais voilà, c'était extraordinaire, quoi. Et de commencer aussi par ça, parce que j'étais jeune chercheuse, je commençais à peine, et je tombe là-dessus. Enfin voilà, c'est l'anecdote que j'ai choisi de raconter pour répondre à ta question. Trop bien. Comme quoi, c'est important de tenir un journal intime ou au moins un petit journal, on sait jamais, plus tard. Ah oui. Ça fait des heureux, quoi. Complètement, oui. Ceux qui font ça encore aujourd'hui, gardez tout. Confiez-les quand vous aurez 80 ans. Mais non, ça, ce serait un autre sujet aussi, la préservation de nos sources est actuelle. On n'a pas eu besoin de faire la guerre pour raconter des choses intéressantes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment cette pratique est née et qui l'a initiée, plus ou moins ou...
En fait, le marrainage est la conséquence d'un des grands bouleversements des sociétés en guerre. Parce que donc, en fait, la séparation au moins partielle ou temporaire des sexes, donc vraiment homme-femme, a créé vraiment donc quelque chose. Et en fait, le fait de les séparer, il a fallu penser à des solutions concrètes et réalisables pour affronter cette souffrance masculine. Parce que donc, ils se retrouvaient vraiment éloignés. Et le marrainage a été d'abord pensé pour soit les hommes qui étaient originaires du nord et de l'est de la France, puisqu'en fait, ils venaient de régions qui avaient été envahies par les Allemands, au même titre que la Belgique, et les communications étaient coupées. Donc concrètement, ça voulait dire que pour tenir moralement, ils n'avaient pas la possibilité de contacter par lettre, bien sûr, leurs femmes, leurs mères, leurs parents, leurs enfants. Et donc, quand on a compris que la guerre n'allait pas se terminer à Noël, déjà un petit peu avant, certaines personnalités, certaines civiles se sont mis à réaliser qu'il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour ces hommes. Mais aussi, donc c'était pensé pour eux, mais c'était aussi pensé pour les prisonniers de guerre qui étaient dans des camps en Allemagne et ailleurs. Et donc, pareil, loin de leurs proches. Et puis là, les règles, alors je connais un peu moins, mais ils n'avaient pas forcément le droit d'envoyer autant de courriers que s'ils avaient été au front. Il y avait des règles assez strictes. Et en fait, c'est vraiment cette irruption de la guerre éloignant tous les hommes et laissant un vide à combler à l'arrière que la lente évolution des mœurs en marche depuis la fin du 19e siècle et l'émergence puis l'ancrage des mouvements féministes a constitué vraiment le creuset au sein duquel s'inscrit ce que va devenir le mouvement des marraines de guerre. Donc c'est un ensemble d'évolutions juste avant la guerre, puis la séparation nette et brutale des hommes et des femmes qui, à un moment donné, en fait, ça va créer ce qui est le marrainage, mais c'est donc pas une démarche de l'armée, pas une démarche de l'Église avec un grand E, du gouvernement. C'est vraiment des civils. Alors après, avec des réseaux qui... Enfin, je veux dire, il fallait quand même connaître des gens bien placés pour pouvoir faire connaître le concept. Ok. Mais ouais, en fait, d'une certaine manière, cette pratique-là de mise en correspondance entre inconnus, elle allait arriver d'une manière ou d'une autre et elle est arrivée comme ça. Mais il y a pas une... c'est pas une personne qui a tout mené, en fait, et c'est là où c'était très compliqué pour ce chapitre dans la thèse. Il y a des initiatives un peu partout en France. Et en fait, ça se regroupe. Et il n'y a pas une date précise pour dire le marrainage, c'est né tel jour, telle année. Ça aussi, c'est très difficile. Donc c'est vraiment protéiforme, quoi. Ouais, c'est incroyable de voir au final cette spontanéité de partout. Et de l'extérieur, on a vraiment l'impression, vu que c'était un peu quelque chose qui a pris de la place, on va dire, que finalement c'était structuré derrière, mais c'est super intéressant de voir qu'au final, c'est plein de gens qui ont eu un peu la même idée, entre guillemets, qui voulaient faire quelque chose et qui se rendaient compte qu'il y avait un mal-être au front et qu'il fallait aider le moral et des prisonniers, du coup, parce que moi, je savais pas qu'aussi les prisonniers avaient droit à des marraines de guerre et les hommes au front. Trop bien. C'est ça. Non, puis il y a vraiment eu... pour moi, comment... Si on se base sur la chronologie, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que le marrainage devient vraiment très populaire à partir du printemps 1915. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas que les hommes originaires du Nord et de l'Est ou les prisonniers. Ça va vraiment s'étendre à plus d'hommes. Mais en tout cas, ça va vraiment répondre à une demande, ça c'est clair. Ok. De toute façon, c'est un peu la question que j'avais posée après, qui était est-ce qu'on a une idée de combien de femmes, hommes, pères, plus ou moins, ça représentait? Je veux dire, pas forcément une fourchette, mais c'était finalement quelque chose de très très commun, ou c'était quand même un peu plus anecdotique, ou... Alors, si on parle de chiffres, moi, je suis toujours mal à l'aise avec les chiffres parce qu'en fait, je n'en sais rien. On peut
peut difficilement donner un chiffre précis, donc je préfère ne pas en donner. Par contre, si la question c'est est-ce que, qui sont les femmes qui sont devenues marraines, ou est-ce que c'était réservé à une certaine frange de la société? Là, dans l'absolu, oui, c'était adressé à tout le monde. Dans la presse, les demandes de marraines, ça s'adresse à tout le monde, même s'il y a par exemple plusieurs articles où c'est spécifiquement on demande aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux fillettes, même si les petits garçons pouvaient aussi devenir parrains. Mais ça, quand tu dis fillettes, c'est des mineurs du coup? Ouais, vraiment des bouts de choux de 7, 8, 9 ans et plus en âge d'écrire. Et pareil donc pour les garçons, mais il y avait aussi des œuvres de marrainage qui allaient directement dans les écoles. Il y avait vraiment un réseau qui s'était créé au sein des écoles. On a quelques sources là-dessus. J'aurais aimé creuser un peu plus. Mais en tout cas, ça existait, ça c'est clair. Donc du coup, en termes d'âge, on peut vraiment avoir, on va dire 7-8 ans, jusqu'à des personnes plus âgées. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Après, je pense qu'en fait, il faut se poser la question dans l'autre sens. C'est plutôt qui pouvait répondre à cet appel. Est-ce que la paysanne dans son village, si on reste en Normandie, elle aurait le temps de remplacer son homme, sachant qu'elle bossait déjà avant la guerre? Si les chevaux sont réquisitionnés, comment on fait pour tourner la terre? Enfin bref, toutes ces préoccupations-là, je suis pas sûre qu'elle ait le temps en plus de correspondre avec quelqu'un. Pareil, la munitionnette dans son usine, est-ce qu'elle aurait le temps de le faire? Et ainsi de suite. Et en fait, on en vient assez naturellement au fait que le marrainage va surtout offrir une voie d'action à celles dont la marge de manœuvre est réduite. Et donc, là, je parle du coup spécifiquement plutôt des bourgeoises et des aristocrates. Ok. Qui, elles, étaient vraiment soumises à des normes sociales strictes, dans une société profondément hiérarchisée et patriarcale. Et ces dernières, elles se doivent de maintenir une réputation en évitant toute forme d'exposition publique, jugée déplacée et incarner la retenue. Donc on peut imaginer, d'accord, et une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Et donc du coup, leur patriotisme, il s'exprime dans un espace d'action vraiment limité. Et là, je ne parle même pas de celles qui éventuellement pouvaient devenir infirmières. Donc même si j'ai une marraine de guerre, elle dit entre les lignes, avant qu'elle devienne marraine, elle pouvait même pas être bénévole à la Croix-Rouge et tout ça. Donc ce sont des femmes, pour certaines bien sûr, qui étaient corsetées par les codes de genre et de classe. Et donc en fait, marraine de guerre, ça correspond à une forme d'engagement qui est pleinement compatible avec leur position sociale, parce que du coup, on a affaire à des femmes alphabétisées, familières des usages épistolaires, donc écrire une lettre, c'est pas un problème du tout, elles ont l'habitude de le faire, elles sont relativement protégées, et en fait, elles mobilisent leurs compétences sans rupture avec leur univers. Donc, pour la faire simple, elles peuvent écrire depuis leur salon sans bouger de chez elles à des inconnus. Sur le papier, on a l'impression qu'elles font pas grand-chose, mais en réalité, et là, je pense qu'on va aller nettement là-dedans, ça, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourrait répondre à cette question de qui sont les marraines de guerre. Ok. Et d'ailleurs, les pères, elles étaient faits un peu au hasard, ou on savait à qui on allait écrire, c'était choisi un peu, comment ça se passait, comment les gens choisissaient l'homme auquel on allait écrire? Alors, par exemple, j'ai une marraine qui va demander 3 noms de soldats à la fondatrice Marguerite de Lens qui a fondé avec sa famille la famille du soldat. Donc, elle demande juste 3 noms. Et elle aura les 3 noms en question, donc 3 hommes originaires du Nord. Mais un peu plus tard, dans son expérience de marraine, il va y avoir du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'un de ses filleuls,
il va en parler à un de ses copains, puis le copain, moi aussi je suis dans le besoin, donc il va rentrer en contact avec elle. Et elle va décider, oui ou non, de créer une autre relation avec cet homme-là, ou alors de le refiler à sa cousine, à une amie. Donc, soit on passait par les œuvres de charité, donc par exemple celle de Marguerite de Lens, qui est une des figures incontournables quand on s'intéresse à ce sujet des marraines de guerre, soit par la presse, répondre à des annonces, soit le bouche à oreille, soit... du coup, le bouche à oreille, ça peut être soit depuis le front, soit... J'ai un exemple comme ça, c'était une conversation tout à fait normale lors d'une soirée, et en fait ils étaient au courant de c'était quoi une marraine de guerre, parce que alors je sais plus exactement si c'était l'arrière-grand-mère des gens avec qui je discutais, qui connaissait un combattant et qui l'avait adopté, mais ils se connaissaient déjà un petit peu avant. Mais du coup ça a créé un autre lien, c'est pas juste j'ai adopté, je dis une bêtise, le boucher du village qui est au front et on se connaît un petit peu et donc je deviens sa marraine. Donc en fait, il y a plein de manières de rentrer en relation, ce qui crée parfois des situations cocasses, mais parce qu'il fallait vérifier que ces hommes-là étaient dans le besoin. Et comment on peut réussir à vérifier ça? C'est pas simple. Donc est-ce que c'était un officier qui garantissait que ces hommes-là avaient vraiment besoin d'une relation avec une marraine, ou alors ça pouvait être aussi des pasteurs comme des aumôniers, je cherchais le terme, des aumôniers, et qui pouvaient aussi garantir que oui, je sais pas moi, Lucien a en effet le soldat Lucien a en effet besoin d'une marraine. Donc voilà, les entrées en matière pouvaient différer selon l'année. On peut ne pas parler de la même chose en 1915 et en 1917. Et ce qui faisait qu'ils en avaient besoin, entre guillemets, c'est qu'on voyait que leur morale était un peu bas ou... Ouais, alors là, on rentre dans quelque chose de complexe parce que, comme on demandait aux hommes d'être courageux, il y a un paradoxe qui se crée. C'est-à-dire que... Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est un peu... En soi, ces hommes-là n'étaient pas isolés puisqu'ils étaient en groupe, ils étaient entre camarades. Mais on peut se sentir quand même isolé au milieu des hommes et de pouvoir s'épancher sur ce qu'on vit tout en ayant en tête l'autocensure et la censure. On se trouve dans une situation où peut-être qu'un échange avec une femme qu'on ne connaît pas va permettre de déposer des choses de manière plus ou moins subtile, dans le sens, encore une fois, censure, autocensure, mais ça pouvait vraiment créer du lien et donner un peu une raison pour tenir, quoi, pour rester courageux. Ça, c'est la manière dont je l'ai expliqué à des enfants la semaine dernière, et leur réponse était assez chouette d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était de se dire, on est dans une situation d'isolement moral, et qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien? C'est un ami, une amie, d'accord, mais est-ce que si c'est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, voilà, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on raconte plus de choses et de quelle manière à sa femme ou à sa marraine? À sa sœur ou à sa marraine? Et ainsi de suite. Donc ouais, c'est accepter qu'on a besoin d'écrire, puisque en soi, on ne parle pas, on écrit. Si on a des difficultés d'écriture, il faut dépasser aussi cette honte-là. Donc il y a quand même pas mal de on a l'impression que c'est évident, mais en fait, il y avait rien de tout. Enfin, c'est pas anodin. D'un sens comme dans l'autre. C'est pas anodin d'écrire à un inconnu et d'essayer d'adapter ses encouragements à quelqu'un dont on ne connaît pas les goûts, ce qu'il faisait avant, etc. Et de l'autre côté, d'être capable de se dire, je vais peut-être trouver une source de réconfort en me mettant en relation avec la personne dont j'ai simplement un nom et une adresse. Oui, c'est souvent plus facile aussi de se confier à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne connaît rien de notre vie. Il y a moins de jugement, il y a plus de... C'est ça. Donc c'est... Et donc c'est comment? C'est du pari aussi, parce que il y a des relations ça a tout de suite marché malgré la distance, et puis d'autres moins. Ce serait aussi très long. C'est un peu comme le psy, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Sachant qu'elle n'avait pas de diplôme pour le coup. Ouais. Mais c'est ce principe-là, c'est comparable. Finalement, tout à l'heure, tu as parlé un peu de qui étaient ces femmes, et est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qu'elles faisaient concrètement
en tant que marraine, leur rôle principal. En fait, c'est vraiment l'écriture qui est au cœur de leur mission. On a clairement perdu l'habitude d'écrire aujourd'hui, en tout cas une lettre. Mais si on revient, ça veut dire quoi écrire une lettre ? Trouver du papier, trouver du temps, trouver de l'inspiration, savoir trouver les mots justes pour réconforter. Et là, je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant. Elles n'ont pas de diplôme en psychologie. Donc elles ont toute leur bonne volonté. Peut-être que certains sont croyantes, donc elles s'appuient sur leur foi, sur leur patriotisme. Mais c'est vraiment, et moi c'est ce qui m'a vraiment étonnée, c'est à quel point elles ont réussi à tenir des mois et ou des années à toujours écrire. Et écrire une lettre, voilà, on écrit une lettre, on est content, mais au bout de 100 lettres, qu'est-ce qu'on continue à raconter et tout ça, quoi. Donc je pense que vraiment le rôle principal, c'est cette quête d'inspiration, c'est leur quotidien, elles, et en même temps, est-ce que ça va être bien entendu par le soldat qui n'a pas du tout cette vie-là. Pour être plus concrète, il y a des marraines qui, l'été 1915, l'été 1916, elles partaient en vacances. Est-ce que un soldat qui, ça fait 2 ans qu'il a pas vu sa femme et ses enfants, qui est dans la boue, ou alors s'il est pas dans la boue, il s'ennuie et il lit une lettre d'une femme qui part en vacances 2 semaines à la mer, ça fait quel effet Enfin, je veux dire, c'est ça aussi. C'est assez complexe. Et l'autre chose qu'elle pouvait faire, c'était pas le cas de toutes les marraines, mais c'était d'envoyer des colis. Ok. Aussi simple que ça ne paraît, mais que ça puisse paraître, pardon, mais il faut connaître les goûts. Si ça se trouve, le soldat, il aime pas du tout le chocolat, donc ça n'a pas de sens d'envoyer du chocolat. C'est un gros fumeur, donc il faut du tabac. C'est l'hiver, est-ce qu'on envoie des chaussettes ? C'est l'été, est-ce qu'on envoie des caleçons propres ? Enfin voilà, c'est s'adapter en permanence. Et il y avait toute une logistique, et là je parle même pas de l'aspect financier, pour pouvoir transmettre ce dont les soldats avaient besoin. Alors, faut pas oublier quand même que l'armée, avait aussi son rôle à jouer pour que les hommes aient ce qu'il faut. Mais les colis des marraines, c'était pas un petit bonus. Donc voilà, c'est vraiment les 2 missions, lettres et colis. Et c'était le concept qui était exposé dès le début, quand on se demandait, ok, je veux être marraine, ça veut dire quoi ? C'était ça en fait. S'ingénier à envoyer des douceurs, des vêtements, des comment je pourrais dire ça ? Des petits cadeaux, quoi. C'est ça, mais de l'utile. Et puis surtout, c'était écrire. Écrire souvent. Des lettres affectueuses pour reprendre les termes qui étaient employés. Et du coup, les marraines aussi, elles s'auto-censuraient sur des choses ou pas, quoi. Il y avait des choses dont elles n'avaient pas le droit de parler ou, entre guillemets, même si c'est pas officiel, mais déjà, des règles un peu. Ouais. Non, ta question est intéressante parce que je pense qu'il faut se rappeler que les relations hommes-femmes, c'est pas du début du XXe siècle ne sont absolument pas celles d'aujourd'hui. Donc forcément, déjà selon l'âge qu'on a, si on s'adresse à un homme du même âge que soi, un jeune homme ou un homme plus âgé, je pense qu'il y avait des sujets qui pouvaient ne pas être exposés. Est-ce que ces lettres, est-ce que par exemple une marraine, je sais pas, une marraine de 18-20 ans, elle était seule à gérer sa correspondance, ou est-ce que sa mère ou ses parents avaient un droit de regard là-dessus, est-ce qu'on disait mon cher filleul, le mon, bon, est-ce que c'est un peu trop proche, un peu trop affectueux, donc il y a plein de choses comme ça où oui, j'imagine que je pense qu'on peut ne pas se tromper en disant qu'il y avait des sujets qui étaient pas trop évoqués, quoi. Mais bon, ça c'est pas simple de répondre à cette question avec précision. Oui, ok. Et d'ailleurs, est-ce que toi tu as t'es tombé sur une lettre qui t'a particulièrement touchée
J'ai bien aimé cette question parce que je fais partie des historiens et des historiennes sentimentales. Il y a beaucoup de lettres qui m'ont touchée, surtout quand on a accès aux toutes premières lettres. Vraiment la lettre qui dit, qui se présente et qui demande. Alors si je suis combattant, je voudrais une marraine, ou l'inverse. Et cette envie de créer du lien, créer du sens dans cette violence. Moi, je prends vraiment pas pour acquis les lettres. En fait, on pourrait croire que c'est toujours la même chose, toujours le même schéma, mais en fait, je reste très réceptive à ces lettres, à la manière dont on se mettait en scène. Mais si je devais mentionner qu'une seule lettre, c'est celle du 23 avril 1915, pour donner une date très exacte, de Léonie, qui était femme de pasteur. Son mari, d'ailleurs, était au front. Ils avaient 2 filles en bas âge, et elle se met en lien, elle entre en correspondance avec Joseph, qui a une petite vingtaine d'années, et ils vont s'écrire tout le temps de la guerre. Ils vont pas se rencontrer pendant le temps de la guerre. Et là, cette correspondance-là est très riche, et la première lettre est vraiment annonciatrice de l'amitié qui va naître entre ces 2 individus-là. Et j'aime énormément cette première lettre de Léonie à Joseph. Elle dit quoi, cette lettre? Je sais pas si tu te souviens ou si tu l'as sous la main. Je peux l'avoir sous la main. Ça commence par « Monsieur et cher soldat, je reçois votre adresse de Madame Kies de l'Union chrétienne de jeunes gens de Paris, à qui j'avais demandé le nom d'un soldat qui serait à entourer, et je m'empresse de vous écrire. Je voudrais vous aider matériellement et moralement autant qu'il est en mon pouvoir et dans la faible mesure de mes modestes ressources pécuniaires de le faire. N'ayant pas très bien pu lire votre nom, je viens d'abord vous le demander, car je ne voudrais pas que mes paquets se perdent. Voici une enveloppe et du papier. Vous n'aurez qu'à écrire lisiblement votre nom et vous en remercie d'avance. » Donc ça, c'est vraiment le début. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la suite où elle dit « Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas aussi. Comme nous sommes appelés à nous écrire quelquefois, je tiens à me présenter à vous. » Et donc là, elle se décrit, etc. Et je trouve ça, en fait, hyper touchant. Enfin, comment on se dit un jour... là, la situation est évidemment très, très particulière, mais... Elle a une vie assez dense, une vie d'épouse, une vie de maman, une vie de femme de pasteur, donc ça veut dire être proche des habitants de son village. Et en plus, elle se dit, tiens, et pourquoi pas me mettre en lien avec un homme dans le besoin? Allez, on rajoute ça dans ma vie bien remplie. Et je trouve ça hyper touchant, en fait. Faudrait vraiment... pas être un énorme sentimental pour pas être ému, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me... Oui, mais j'avoue que là, ça me donne envie de passer ma journée à lire des lettres comme ça, voir les correspondances, quoi. Je comprends que t'as voulu faire une thèse dessus une fois. Ouais. Et je me suis vraiment jamais lassée. Enfin, j'avais réussi à rassembler autour de 2000 lettres. J'ai dû m'arrêter un peu avant, mais c'est parce que dans le bon sens du terme, on m'a conseillé, là, je pense que t'as fait le tour. Je crois que j'ai lu 1943 lettres et je te parle même pas des cartes postales. Mais moi, si j'avais pu lire tout ce que j'avais trouvé, je l'aurais fait, quoi. Ouais. Mais bon, il m'aurait fallu un peu plus de 4 ans de thèse. Je comprends. Donc j'ai vraiment gardé cette joie de la première lecture, en fait, cette joie de la recherche pure. Je l'ai gardée. Je suis pas rentrée dans... Je suis blasée de lire des lettres de soldats à des marraines. Et du coup, il y a souvent eu des romances qui se sont créées par rapport à ces lettres, notamment, ou... Oui, il y a eu des histoires d'amour. Alors ça, c'est pas que dans les œuvres culturelles, parce que évidemment, les artistes contemporains à l'époque ont vraiment plongé dans le romanesque que pouvait créer une relation entre une marraine et un combattant. Donc c'était à la fois dans la fiction et dans la réalité. Et j'ai en effet quelques cas de marraines qui ont épousé leur filleule
pendant ou après la guerre. C'est assez fréquent est un peu trop fort comme terme, mais de rencontrer des descendants de marraines et donc de filleuls de guerre, vraiment le couple, ça m'arrive. Mais c'est pas anecdotique, quoi. Non, voilà. Ouais. Mais bon, c'est comme les rencontres d'aujourd'hui, d'une certaine manière. On ne sait pas sur qui on va tomber, et puis qu'est-ce qui fait que ça marche ? Parce que les catégories sociales entre les marraines et les soldats n'étaient pas toujours les mêmes. J'ai dit tout à l'heure que les femmes étaient plutôt de la bourgeoisie et ou de l'aristocratie. Il y avait quand même aussi des classes moyennes. Les soldats, en tout cas ceux pour qui on a pensé au tout départ à les mettre en relation avec des marraines, ils étaient plutôt de milieu ouvrier. Donc voilà, okay. Entre une bourgeoise et un ouvrier, je suis pas sûre que le mariage puisse se faire. Mais bon, il y avait des situations où d'un point de vue social, et je ne parle même pas de l'aspect personnalité, ça pouvait fonctionner, quoi. Donc beaucoup de paramètres, quoi. Est-ce qu'il y avait des risques ou des tensions liées à ce rôle de marraine, finalement, de leur côté? Ça correspond à tout un chapitre de ma thèse. Au moins un chapitre. Oui. Il y a, ne serait-ce que se rappeler que nous avons affaire à un duo où lui est dans une situation compliquée, dans une violence, dans je peux mourir à tout moment, et une qui est globalement protégée, parce qu'évidemment il y a pas d'évidence, mais il y a eu des bombardements. L'arrière a quand même été touché, notamment à Paris, en région parisienne, pour situer en dehors des régions du nord et de l'est de la France. Ma grande question, c'était de me dire, mais comment le lien perdure avec la guerre ? C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont dans un certain confort, à peu de choses près, leur quotidien ne change pas beaucoup, si ce n'est quand même que les prix d'aliments grimpent, qu'elles se font évidemment du souci si elles ont de la famille, des gens qu'elles connaissent au front, mais globalement le quotidien il ne change pas beaucoup. Et face à elles, il y a des hommes qui donc soit peuvent être prisonniers, qui sont dans une situation difficile où ils peuvent mourir littéralement du jour au lendemain, et ou être blessés et gravement blessés. Et donc moi ma question c'était de me dire, mais à un moment donné ça va forcément créer des tensions. C'est-à-dire que un soldat, à un moment donné, j'ai un exemple très concret d'un homme qui dit à sa marraine peu importe qui gagne, que la guerre se termine. Et le peu importe qui gagne, ça veut dire que si les Français perdent la guerre, pour lui, le plus important, c'est que la guerre se termine quoi qu'il arrive. Et ça va mettre en colère la marraine, qui elle, c'est non, on se bat et on gagne cette guerre. Il y a pas, elle avait très honte de lire la réponse de son filleul. Et donc en fait, en essayant de voir les possibles tensions entre les soldats et les marraines, je voyais bien qu'en fait, les soldats essayaient toujours de s'excuser s'il y avait du retard de lettres, s'ils s'étaient mal exprimés, s'ils avaient froissé leur marraine. Eux, ils veulent vraiment pas que la correspondance, elle se termine. Donc, je dis pas qu'ils vont se plier en quatre, mais j'avais vraiment remarqué qu'il y avait cette arrondissons les angles, sauf s'il était convaincu qu'elle ne le lâcherait jamais et que s'il devait se friter pendant 3 mois par lettre interposée, il le ferait. Mais bon, je pense qu'il faut assez bien connaître qui on a en face de soi pour se dire non, elle va pas arrêter la correspondance. Donc, il y a quand même ce truc-là qui est que y a un enjeu pour les combattants, pour les filleuls de guerre, sauf si vraiment ils en avaient ras-le-bol d'écrire à leur marraine, ce qui peut arriver. J'ai un exemple où ça a été le cas où il a dit alors il l'a pas dit en ces termes, mais ça m'apporte plus rien d'écrire avec vous, donc j'arrête là. Mais on était plutôt à la fin de la guerre. Alors on savait pas encore que c'était la fin de la guerre, mais voilà.
Ou alors des quiproquos, c'est-à-dire on en emploie de l'humour, ça fait pas rire au moment où on reçoit la lettre, parce qu'on n'est pas dans le moral d'il y a 15 jours. Donc du coup, ça Ouais. en fait, c'est très humain, c'est très très Ouais. humain. Ou alors le soldat, il est hyper triste et donc la marraine, elle essaye de trouver, je sais pas, une manière amusante de le réconforter. Et donc elle lui dit quelque chose et puis ça tombe complètement à plat parce qu'à ce moment-là, le soldat, il va super bien, etc. Et mais pour qui elle me prend ou, enfin, on peut Ouais, c'est vraiment marrant. on peut vraiment imaginer. Mais par contre, ce qui est frustrant pour moi, mais bon, ça c'est le lot de tous les historiennes et historiens, c'est que je n'ai pas une correspondance, complète. C'est toujours des des demi-correspondances. Donc il fallait que je lise entre les lignes ce que un des deux aurait pu dire, a dit, pour que ça froisse, que ça embête, etc., quoi. C'est marrant, du coup, ouais, les femmes, elles étaient vraiment en une position supérieure, finalement, où l'homme était un peu dépendant de cette relation. Ouais, c'est marrant de voir ça, sous cet angle aussi. Ça rejoint cette question de comment ça a bousculé les rapports hommes-femmes de l'époque. Parce que, en fait, cette question, je l'avais dès le début de ma recherche. Et c'est une question qui est vraiment complexe et que j'ai vraiment mis du temps à trouver une réponse à peu près satisfaisante. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on était juste là en train de se dire, que déjà, donc cette possibilité d'entrer en contact avec un homme bouleverse les codes genrés de l'époque, avant même que la relation s'installe. Juste le fait d'entrer en contact. Et en fait, la véritable singularité du marrainage, elle ne réside pas en fait dans le soin apporté par la correspondance qui avait été déjà amorcée lors de la guerre de Crimée sous l'impulsion de l'infirmière Florence Nightingale. À chaque fois, je dois être concentrée pour dire son nom. Ni même dans les gestes de charité des bourgeoises envers les plus démunis. Ça aussi, c'était avant-guerre. Et encore moins dans les supposées qualités féminines comme la douceur, la qualité d'écoute ou la sympathie qui enferment dans les traditionnels codes genrés. Mais c'est vraiment, en fait, plutôt dans l'émergence d'une intimité épistolaire entre deux êtres qui n'ont aucun lien de parenté. Et en fait, on a accès, on commence à pouvoir avoir accès au-dessous des amitiés mixtes. Pas des amitiés entre femmes ou entre hommes, mais entre hommes et femmes en dehors d'une relation amoureuse et ou sexuelle, ce qui n'était pas commun à l'époque. Et je fais partie d'un groupe de recherche qui questionne les amitiés. Et donc déjà, c'est quoi l'amitié, les amitiés? Donc c'est très très large. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes questionnements. Heureusement, le groupe de recherche a été créé pendant mes années de thèse. Et en fait, l'agentivité, donc c'est la capacité d'agir de la marraine, elle s'inscrit précisément dans cette dynamique relationnelle, car c'est elle qui, dans une grande majorité, va mettre la distance adéquate, selon ses propres critères, va permettre l'usage d'adjectifs affectueux ou non, va autoriser la proximité des échanges et des confidences, et va en particulier dans les circonstances de la guerre alimenter la relation pour garantir une certaine pérennité. Donc pour moi, le bouleversement des genres, il se situe à mon sens dans le fait que la marraine, c'est elle qui mène la relation. Qu'elle soit débutée par le combattant ou par elle-même. Et à quelques rares exceptions, et ça c'est ce que je disais juste avant, le combattant il ne souhaite pas rompre ce lien qui est devenu symboliquement un refuge, une source de réconfort. Ouais. Est-ce que ces lettres, elles ont aussi révélé des choses qu'on ne savait pas forcément, qu'on ne saurait pas autrement? Alors cette question elle est assez difficile car une lettre, enfin si je prends juste le document lettre, c'est forcément une mise en scène de soi. Donc ça c'est un truc que j'ai appris en tant qu'historienne, c'est d'avoir plutôt une méfiance vis-à-vis des documents, des sources primaires. Donc il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'on a assez peu accès aux lettres de marraines. Si vraiment le sujet c'est d'abord les marraines
et leur relation aux soldats. Dans mon corpus de lettres, les lettres de combattants, elles représentent 73,5% contre seulement 26,5% pour les marraines. Donc, il y a vraiment une grande différence. Par contre, moi, ce que je pourrais dire par rapport à qu'est-ce que ça révèle d'elles, donc elles, les marraines, pour moi, très clairement, c'est la question de l'endurance. Ce désir de pérennité et ce temps long à traverser ensemble jusqu'à ce que la guerre se termine. Je pense que là, pour le coup, je prends pas de risque en disant ça. Ça révèle quand même une force de caractère, je dirais. Et pour toi, c'est principalement pour du patriotisme ou tout est mêlé parce que oui, en effet, on pouvait être une marraine pouvait être patriote, croyante, mais aussi juste un être humain qui a envie de réconforter un autre être humain. Aussi basique que ça puisse être. Je pense qu'il y a vraiment et c'est là où en fait le sujet des marraines de guerre, il réconforte dans nos sociétés actuelles la possibilité d'une solidarité entre hommes et femmes dans un contexte très particulier qu'est la Grande Guerre, de se dire en fait on n'était pas du tout dans une société égalitaire et il y a des ressources qui ont émané des femmes et des hommes, parce qu'une relation à distance, une relation de correspondance, ça se fait à deux. Donc comment on se réconforte l'un l'autre, parce que là on parle des marraines qui réconfortent les soldats, mais ça pouvait être aussi dans l'autre sens. Et en fait, plus elles entraient ces correspondances, plus on avance et on peut les suivre, et plus on se rend compte que l'intimité, elle peut arriver à un stade où le combattant peut aussi réconforter sa marraine sur des sujets qu'elle traverse dans sa vie, dans son quotidien. Et en fait, c'est vraiment alors c'est pas le cas de tout le monde, attention, mais certaines correspondances révèlent aussi cette proximité qu'on pourrait ne pas imaginer de prime abord. C'est trop chou. J'aime trop. Mais oui, ça te donne... Si un jour tu sors un livre avec juste les correspondances, tu as déjà une acheteuse potentielle dessus. Mais ça me donne envie d'en lire plein d'autres. Je pourrais répondre à cette demande bientôt. Ah, trop bien. Ça tease. Trop bien. Qu'est-ce qui leur est arrivé à toutes ces paires de marraines et de soldats après la guerre? En fait, quand la paix est revenue, les existences semblent vraiment se réinscrire dans le fil ordinaire, c'est-à-dire que on se marie, on a des enfants, on les élève, on travaille. Et là, pour le côté des marraines, on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de lien apparent avec l'expérience épistolaire vécue pendant les 4 ans, et se demander qu'est-ce qui reste de cette intensité affective. C'est une question, j'ai encore du mal à y répondre. J'avais essayé de prendre 4 marraines parce que j'étais en relation avec leurs descendants majoritairement directs, et essayer entre les souvenirs qu'elles ont de leur grand-mère et moi, ce que j'ai pu comprendre dans les correspondances, est-ce qu'on peut réussir à voir ce que cette expérience de marraine a apporté de visible, ou est-ce que c'est complètement insaisissable? Donc la question reste ouverte. Mais globalement, les marraines ont repris leur quotidien. Et les soldats, pour le coup, eux, ça va être un peu plus difficile parce qu'ils sont passés du tout au tout. Et ils ont perdu des années, soit de métier, soit dans leurs études. Donc c'est remettre du sens dans leur vie une fois qu'on a traversé la guerre. On peut revenir de la guerre en n'étant pas blessé physiquement, mais psychologiquement. Enfin voilà, c'est très très complexe. Et donc, et malheureusement, je perds trace. Souvent, on perd trace de ce qu'ils deviennent. Ouais, c'est la vie ordinaire qui reprend d'une manière ou d'une autre, en fait. Okay. Et certains vont partager leur expérience, d'autres pas. Mais ça, c'est pas juste pour les marraines et les filleuls de guerre. C'est commun à tous les contemporains de la guerre. On a des traces d'hommes, par exemple, qui reviennent du front, justement, qui sont encore traumatisés, qui vont continuer à avoir besoin de ces marraines.
C'est une bonne question. Alors moi, je me suis arrêtée au début des années 20. J'ai un exemple. C'est une marraine qui avait 9 ans en 1916, qui va rentrer en correspondance avec un soldat. Le soldat en question était déjà en correspondance avec sa grande sœur, donc la grande sœur de cette petite fille. La guerre se termine, il survit, il rentre chez lui en Belgique. Et en fait, elle va continuer à désirer à correspondre avec lui. Et il va voir le bienfait que ça lui apporte. Il va se passer 1 an et demi sans correspondre. Et puis, avec la nouvelle année, alors je crois que c'est l'année 1921, elle doit lui envoyer une lettre ou une carte en lui souhaitant la bonne année. Et il est hyper surpris qu'elle se souvienne toujours de lui. Et en fait, va reprendre une correspondance d'après-guerre. Et ça va vraiment beaucoup l'aider, d'autant que ce soldat, il va mourir des suites des gaz asphyxiants. Parce que il y a ceux qui sont morts pendant la guerre, mais ceux qui vont mourir après-guerre à cause de la guerre. Et ce soldat-là, c'est le cas. Et en fait, cette ex-marraine, va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est assez tragique, bien sûr. Mais après, voilà, j'ai pas d'autres exemples en tête. Je suis pas allée sur ce terrain-là, qui, à mon sens, est assez intéressant aussi, je pense. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui? En tout cas, toi, tu dirais que qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces femmes-là aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces femmes-là aujourd'hui? Déjà, c'est idiot ce que je vais dire, mais qu'elles ont déjà existé, que ce rôle a existé. Parce que c'est vrai que quand on me demande sur quoi je travaille et que je dis les marraines de guerre, c'est quoi une marraine de guerre? Donc déjà qu'il y a eu ce rôle-là et que elles ont fait partie des moyens pour tenir le temps long de la guerre. Est-ce que tu écris des lettres finalement pour tes proches? J'ai toujours écrit des lettres. Après, la difficulté, c'est de trouver des gens qui ont envie de répondre aux lettres, qui ont envie de prendre le temps d'écrire une lettre. Mais moi, j'adore ça. Et je suis tombée dedans très, très, très tôt. Mes premières lettres, j'avais 7-8 ans. Après, on n'est vraiment plus dans une époque où on prend le temps d'écrire des lettres. Moi, si quelqu'un a envie d'avoir ce rituel-là... Voilà, donc je mettrai tes contacts, on sait jamais. C'est vraiment un sujet qui était... je crois beaucoup au fait qu'on n'arrive pas sur ces sujets de recherche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On n'arrive pas sur des sujets un peu comme ça par hasard. Tiens, le sujet est dispo. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, non. Non, moi, ce sujet-là, il m'habite. Il m'anime, il m'habite et je suis pas prête de le terminer. C'est pas parce que j'ai fait 7 ans sur les marraines que je vais m'arrêter là. Ça c'est bon, ça reste dans une bibliothèque où personne ne lira ce que j'ai fait et pas dans le sens c'est intéressant ce qu'Aliénor Gandanger a fait. Non, c'est vraiment faire comprendre ce sujet des marraines. Du coup, tu continues à creuser le sujet? Ce désir d'un colloque avec 3 historiennes qui aura lieu de ce mois-ci, du coup, au mois de juin, les 17 et 18 juin. Et c'est une discussion que j'avais eue avec une d'elles, Claire-Lise Gaillard, qui, elle, a travaillé sur le marché de la rencontre au 19e et 20e siècle. Et avec cette envie est-ce qu'on pourrait parler du marrainage pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi l'étendre aux époques, aux événements d'après. Donc on verra ce que ça donne. Les colloques, c'est public. En plus, on pourra le suivre en visio. Simplement, c'est pas samedi-dimanche. Donc c'est uniquement si les gens sont disponibles pour pouvoir suivre ça. Mais trop bien. La question continue. Je mettrai toutes les informations par rapport au colloque dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez vraiment pas si ça vous intéresse. Je sais que ça m'intéresse beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres... parce que là, on parle du colloque, mais est-ce que tu as d'autres petites promos à faire par rapport à ce que tu fais à côté ou quoi? Oh oui. Alors déjà, pour répondre à une de tes envies, je pense qu'on peut dire ce mot-là, j'ai sorti un livre il y a 2 ans qui s'appelle Adopte un soldat. C'est des correspondances de marraines de guerre entre 1915 et 1922.
Je suis complètement passée à côté. Bah, écoute. C'est le 7e d'une collection qui s'appelle Vivre Écrire. Et le concept de cette collection, c'est de mettre en avant les lettres et ou les journaux intimes. Donc moi, j'avais fait le choix de 6 marraines. Alors c'est que des fragments, c'est-à-dire que si je te le montre, alors là pour ceux qui m'écoutent verront qu'une fois qu'ils auront le livre en main, il est assez mince, donc c'est vraiment ce livre-là, moi je l'ai pensé comme une mise en bouche, et surtout il a été publié pendant ma thèse, donc moi littéralement c'était une première porte d'entrée pour avoir accès à ce sujet des marraines. Et, Ok. Et il est, ça se commande dans toutes les bonnes librairies indépendantes de préférence, n'est-ce pas? Naturellement. Et là, vous aurez accès à plusieurs marraines, aux lettres et ou aux extraits de journaux intimes. Et bon, c'est vraiment un fragment de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Par contre, autre support, j'ai, avec toute une équipe, créé une exposition qui s'appelle L'encre et les pages, une marraine de guerre au passé comme en BD. La première étape a été à Saint-Mandé, la mairie de Saint-Mandé en région parisienne, pendant 7 jours. Et c'est une exposition qui se veut itinérante. Donc le principe, c'est que si on veut accueillir cette exposition dans vos communes, dans vos médiathèques, dans vos écoles, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tout en description, vraiment. Exactement. Et en fait, ce qui est super, c'est que j'ai pu faire une permanence de cette exposition-là pendant ce temps-là, et d'avoir vraiment des retours vraiment chaleureux et encourageants. Et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que j'ai donné fin à ce sujet. Et l'histoire, enfin l'exposition, ça part d'une expérience d'une marraine de guerre, avec la dimension créative de la bande dessinée, et d'ailleurs de 2 bandes dessinées, et je vais y revenir juste après. Mais voilà, c'est vraiment en savoir encore un peu plus sur c'est quoi une expérience de marraine de guerre. Et il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire que cette exposition, si elle tourne évidemment cette année, d'ici la fin de l'année, ce serait génial. 2027, 2028, voilà, c'est à vous de vous emparer de ce sujet et de pouvoir mettre les roll-up, les panneaux d'exposition là où vous le souhaitez, avec, si vous avez envie, alors moyennant finance, bien sûr. On n'a pas rien sans rien. C'est sûr. Une conférence, des ateliers pour les enfants à partir de 7 ans, des visites guidées. Enfin voilà, j'ai vraiment à cœur de faire connaître ce sujet. Et pour les plus jeunes, il y a en ce moment la précommande d'une bande dessinée jeunesse qui s'appelle Sidonie, petite marraine de guerre, à partir de 6-7 ans. Et pareil, ça sera sur le même lien en description. Et j'ai pu tester l'histoire auprès d'une quarantaine d'élèves, entre 7 et 9 ans. Ça a plu autant aux filles qu'aux garçons. Il y a vraiment une curiosité, une envie. J'ai vraiment eu le privilège d'avoir des retours d'enfants. On n'a pas d'éditeur, mais par contre, on a des retours d'enfants, et je crois que c'est ça le plus important. Et d'où le système de précommande pour aller directement au contact des plus jeunes. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que l'héroïne a l'âge des enfants. Et ça les a. Ce que j'allais dire, ouais, finalement, c'est cool que les enfants voient que dans l'histoire, ils ont eu aussi une importance et ils ont été des petits héros finalement. Exactement. Donc voilà, c'est les 3 supports accessibles ou bientôt accessibles sur lesquels je travaille. Et puis le jour où j'ai d'autres choses à vous proposer. Je mettrai à jour la description au fur et à mesure s'il faut, comme ça. Mais ouais, je vois que tu chômes pas, c'est bien. J'espère que tu arrives à dormir avec tous ces projets. Mais... Oui. Justement, je dors bien. Ça fatigue bien, mais dans le bon sens du terme. Ok. Bah, trop hâte. Pour la petite question finale, puisque on est quand même sur le podcast Les Oubliés, qui parle de femmes oubliées dans l'histoire, est-ce que toi, tu aurais une femme en particulier avec qui tu aimerais... que tu aimerais partager avec nous
Il y en a une que j'ai en tête, mais elle est assez connue et c'est celle qui m'a fait rentrer dans l'histoire. C'est quand même Aliénor d'Aquitaine. Moi, c'est par cette femme-là que j'ai aimé l'histoire. J'ai vraiment plongé dedans. Je sais qu'il y a pas mal de bouquins actuellement, parce que moi, quand j'avais 7-8 ans, justement, on m'avait, j'étais en quête de savoir plein de choses sur elle, et depuis, bien longtemps après, il y a d'autres choses qui sortent, donc je pense qu'Aliénor d'Aquitaine est mieux connue qu'avant. Par contre, si je devais en dire une autre, en fait, il y a pas très longtemps, je suis allée au cimetière du Père-Lachaise avec une amie historienne. Et Charlotte, si tu nous écoutes, je pense que ça va te faire rire. On voulait absolument aller voir la tombe de Hubertine Auclair, qui est une des premières féministes de la première vague en France. Et on arrive vers sa tombe, et en fait, on voyait les gens dos à sa tombe. Parce qu'en face, et j'ai rien contre lui, il y avait Honoré de Balzac. Mais du coup, les gens passaient complètement à côté de cette super nana qui a fait vraiment beaucoup. Alors, elle n'était pas seule, mais Hubertine Auclair, notez son nom, allez voir qui elle est, ce qu'elle a fait, etc. Et donc, il y avait vraiment cette... Mais retournez-vous aussi, quoi. Retournez-vous. Vous avez deux super personnalités... au même endroit. Ouais. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote très très récente de quand j'étais à Paris ces derniers jours. Donc Hubertine Auclair. Trop bien. Il faut que je fasse le Père-Lachaise. Je n'y ai toujours pas mis les pieds dedans. Alors j'habite pas si loin que ça, mais... J'y suis allée enfin, donc moi aussi. Mais surtout qu'il y a... En plus, là, en ce moment, il y a pas mal de femmes qui font justement du travail par rapport... pour mettre en avant un peu plus les femmes qui sont au Père-Lachaise. Oui. Bah justement, nous, on avait un guide, un livre... mon ami avait le livre, et donc on avait pris le livre avec nous, et on avait repéré qui on a absolument envie de voir. Alors, envie de voir, on s'entend, hein, bien sûr. Oui. Et notamment, il y avait une autre femme qui s'appelle Nelly Roussel. On peut vraiment passer à côté. Et parce qu'elle est dans, je sais plus c'est quoi le terme exact, espèce de caveau. Et en fait, son nom y est, mais en fait, faut regarder derrière la porte et essayer, sans qu'on ait les yeux qui louchent, de lire en effet que Nelly Roussel est bien ici. Et pareil, elle a aussi fait beaucoup pour la cause des femmes. C'est une personnalité hyper intéressante et qui aurait été marraine de guerre pendant la. Bah en plus. Pas des moindres. Donc Nelly Roussel, retenez aussi son prénom. Voilà, je noterai tout en description, plus d'excuses. Mais je profite pour te remercier de m'avoir invitée, de m'avoir proposé de parler de mes travaux et de là où j'en suis. Juste après une exposition, juste après une soutenance. En vrai, avec plaisir. Franchement, pour ceux qui sont pas au courant, mais du coup, je cherche pas mal mes sujets sur le site tout simple thèse.fr. Parfois, je tapais femmes ou des choses comme ça, ou parfois, je vais faire des recherches particulières. Et j'avais vaguement entendu parler de ces marraines de guerre. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de peut-être faire un peu de recherche là-dessus. Et du coup, je suis tombée sur ta thèse. Enfin, je suis tombée non, parce que j'ai juste vu l'intitulé, parce qu'elle n'est pas ouverte au grand public comme moi. Personne lambda. Il y a un embargo. C'est ça. Je comprends. Mais il y a beaucoup c'est beaucoup le cas sur... je préfère préciser pour les gens qui ne sont pas au courant, mais c'est très commun, quoi. C'est pas Aliénor qui a dit non, personne ne dit. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool, et je me suis dit que autant t'inviter sur le podcast pour que tu puisses en parler toi-même, puisque finalement, c'est grâce aux personnes comme vous que je peux faire ce podcast et mes réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que c'est cool de vous donner la parole aussi. C'est très chouette comme initiative. Merci, du coup, pour ça aussi. Mais avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir accordé tout ce temps. Donc, merci du soutien, merci de la publicité dans le très bon sens du terme, pouvoir connaître ce qu'on fait avec mon équipe. Merci à toi de passer tout ton temps à nous faire donner toutes ces connaissances. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour toi et toute ton équipe. Merci pour beaucoup. Tous les projets à venir. Merci.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de garder vos lettres et journaux intimes, ça servira pour l'histoire. En tout cas, j'ai adoré la conversation avec Aliénor et je suis vraiment trop heureuse qu'elle soit ma première invitée pour ce nouveau format. Je vous rassure, mais les épisodes narratifs sortiront toujours. Mais j'avais envie un peu d'alterner ces deux formats et finalement donner la parole aux personnes qui me permettent de sortir le contenu que je vous propose, puisque c'est grâce à leur recherche que les oubliés existent aujourd'hui finalement. N'oubliez pas de checker la description où il y aura toutes les œuvres, travaux et informations dont on a parlé avec Aliénor pendant l'épisode. Et si vous êtes chercheuse aussi, en histoire de l'art, sociologie, etc., et que vous avez sorti des travaux sur les femmes dans l'histoire, et que vous voulez en parler dans ce podcast, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, encore merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon. Parce que soyons clairs, un podcast comme ça coûte plus que ça ne rapporte et c'est vos dons qui font toute la différence et qui me permettent de continuer à faire vivre les oubliés. Donc voilà, un grand merci et un gros cœur sur vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Camille.